Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Nous sommes jeudi, nous célébrons demain, vendredi 16 juillet 2023, la journée de l'enfant africain. Et votre émission Le Nouveau Type de Citoyen se consacre toutes ces rubriques à la célébration de l'enfant africain. Et vous allez comprendre cela tout à l'heure. Déjà, au menu, nous parlons des lois et politiques consacrées à la protection de l'enfance en République du Bénin. Dans la rubrique patriotisme et civisme, nous parlerons du travail des enfants. Dans la troisième rubrique, comment parler pour que les enfants nous écoutent et comment écouter les enfants afin qu'ils nous parlent. Vous aurez le spécialiste Firmin Didagbe tout à l'heure dans votre émission. Et en fin d'émission, vous suivrez Perpétue Dazobo Mouftaou dans les 3 secrets pour réussir l'éducation de nos enfants. Voilà le menu de votre émission. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC. Nous avons la chaîne YouTube, le numéro WhatsApp 97 41 42 67, le mail et le site internet. Vendredi 16 juillet, nous célébrons la journée de l'enfant africain dans votre rubrique consacrée aux lois et programmes de développement. Nous nous intéressons aux différentes lois et politiques sur la protection de l'enfance dans notre pays. Loi de la République et programme de développement. Loi et politique de protection de l'enfance. L'enfance occupe une place importante dans la société béninoise et bénéficie d'une protection particulière reconnue et garantie par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. En dehors de la Constitution, plusieurs lois et programmes favorisent également la protection de l'enfance en République du Bénin. Quels sont les textes juridiques qui s'intéressent à la protection de l'enfance au Bénin? Les textes de loi en faveur de la protection de l'enfance sont nombreux. Ils établissent une protection renforcée de l'enfant sur plusieurs plans en mettant à la charge des parents, de la société civile et de l'État des responsabilités qui viennent préserver les droits des enfants tout en les protégeant des actes de maltraitance infantile tels que les mutilations, l'exploitation des enfants, la pédopornographie, etc. Comme exemple de test, on peut citer la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille modifiée par la loi numéro 2021-13 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille. La loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction modifiée par la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin. Le décret numéro 2022-072 du 9 février 2022 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin, etc. Quelles sont les institutions garantes de la protection de l'enfance? Nous avons les juridictions des mineurs, les offices centraux de protection des mineurs, la Commission nationale des droits de l'enfant, la cellule nationale de suivi et de coordination pour la protection de l'enfance, le comité directeur de lutte contre le travail des enfants, les centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, etc.
Quels sont les ministères impliqués dans la protection de l'enfance au Bénin? Dans leur organisation et fonctionnement, certains ministères veillent à l'application des politiques de protection de l'enfance. Tel est le cas du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, doté d'une direction de la famille, de l'enfant et de l'adolescent et des centres de promotion sociale. Les ministères en charge de l'éducation, de la justice et de la législation, de l'intérieur et de la sécurité publique, de la santé, du travail et de la fonction publique, du numérique et de la digitalisation. Quelles sont les politiques de protection de l'enfance? La politique majeure est actuellement la politique nationale de la protection des enfants, PNPE. Cette politique place d'une part l'information et la formation des enfants au cœur du dispositif et d'autre part la mobilisation sociale des communautés et des parents comme pilier de prévention et la protection des enfants. Quelle est la mesure mise en place par le gouvernement pour le renforcement de la protection de l'enfance? Pour faciliter la réinsertion des enfants en situation difficile, l'État a initié un programme de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et de protection de l'enfant. L'ouverture des CAPE est soumise à des conditions déterminées. L'adresse du CAPE, cap.social.gouv.bj, renseigne sur les conditions à remplir. Où se procurer les lois relatives à la protection de l'enfance? Les lois relatives à la protection de l'enfance sont en vente dans les différentes librairies de la place et en libre téléchargement sur le site internet du secrétariat général du gouvernement à l'adresse www.sgg.gouv.bj. Le nouveau type de citoyen connaît les lois et politiques de protection de l'enfance. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, assez d'informations sur la protection de l'enfance en République du Bénin. Pour d'autres détails, nous vous proposons d'aller sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj. À présent, nous passons à la rubrique patriotisme et civisme. Alors, mesdames et messieurs, après avoir parcouru les différentes lois et politiques liées à l'enfance, à la protection de l'enfance en République du Bénin, Maurice Tantan, notre chroniqueur, nous invite à échanger à propos des origines de ce phénomène, le travail des enfants, des conséquences que cela pourrait avoir ou cela a sur l'enfant, sur le développement de la nation. Maurice Tantan, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comme vous l'avez annoncé, oui. Heureuse, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet brûlant, un sujet urgent, c'est le travail des enfants. Nous sommes à une époque où les évolutions technologiques permettent de faciliter, de moderniser la façon dont nous vivons au quotidien, le travail pour tout le monde. Mais il est quand même troublant même de constater que dans cette même époque-là, des millions d'enfants à travers le monde et au Bénin, puisque notre pays n'échappe malheureusement pas à ce fléau-là, donc des millions d'enfants qui sont encore exploités en matière de travail et donc qui sont privés de leur droit fondamental à une enfance normale. Il faut dire que ce constat nous renvoie vers la nécessité de lutter et d'éradiquer le fléau que constitue le travail des enfants. Comme on l'a dit, il y a un certain nombre de réglementations qui existent dans notre pays, mais il est important de comprendre donc les facteurs qui continuent de perpétuer ce fléau-là aujourd'hui. Les causes généralement admises pour le travail des enfants, on va les situer à 3 niveaux. Premier niveau, déjà, c'est la pauvreté. Des personnes qui n'ont pas la capacité de subvenir aux besoins fondamentaux dans une journée, qui sont en situation de pauvreté, ils auront plus tendance à envoyer leurs enfants
travailler pour pouvoir apporter des revenus à la maison. Donc la pauvreté donc, est un des facteurs clés à l'origine du travail des enfants. Il y a également l'accès limité à l'éducation. Parfois, dans certaines zones, l'accès à l'éducation peut être rendu difficile pour plusieurs raisons. Et enfin, vous avez les inégalités sociales. Tant que les inégalités vont persister, il y a certaines catégories de personnes qui ne pourront malheureusement pas permettre à leurs enfants de vivre cette enfance normale et vont se retrouver dans le champ du travail des enfants. Cette situation va avoir des conséquences sur les enfants, notamment sur la santé physique des enfants et leur santé mentale. Parce que, comme on le dit, la place des enfants, c'est à l'école. Oui. C'est les adultes qui doivent travailler. Malheureusement, lorsque les enfants commencent à travailler, ils ne sont pas encore physiquement, formés, constitués, de par leur morphologie, de par leur sensibilité, pour faire un certain nombre de travail. Mentalement et psychologiquement également, c'est des pressions qui ne sont pas à même de supporter qu'on leur demande très tôt. Et donc, va avoir une conséquence sur leur santé mentale et physique et sur la durée. Et ces conséquences-là vont, s'élargir au niveau macro, c'est-à-dire au niveau de la nation, en termes de développement économique, en termes de croissance. Parce qu'un enfant qui travaille, c'est finalement un être humain qui ne va pas avoir accès à une formation de qualité et pouvoir produire et participer à la croissance économique. Et donc, vous voyez, la chaîne est que finalement, un enfant qui travaille va avoir des conséquences néfastes, négatives sur l'économie, sur le développement global de notre pays. Comment notre société peut participer ou contribuer à l'élimination de ce fléau-là? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le travail des enfants est quand même en régression dans notre pays. J'ai quelques chiffres ici de l'Institut de la statistique, l'Institut national de la statistique et de la démographie qui dit que le taux de prévalence en matière de travail des enfants au niveau national est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022, ce qui correspond à un gain de 32 points. Donc il y a une baisse, une diminution du taux de prévalence. Toutefois, on constate que 20%, ça reste quand même beaucoup par rapport à l'ampleur du phénomène, par rapport à la sensibilité du phénomène. Même si vous suivez l'actualité, vous savez que depuis quelques semaines, il y a une campagne tolérance zéro contre le travail des enfants qui est en cours, menée par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et notre rôle à nous, en tant que nouveau type de citoyen, en tant qu'individu, c'est d'accompagner cette lutte-là. C'est-à-dire, et je pense qu'on a au moins deux niveaux de responsabilité, mais deux niveaux de participation à ce niveau. C'est-à-dire, il faut dénoncer les personnes qui emploient ou les personnes qui envoient leurs enfants travailler. Il faut dénoncer quand on est face à ce genre de situation. Et nous-mêmes, nous ne devons pas être des vecteurs de perpétuation du travail des enfants, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont bien intellectuels, bien adultes, conscients, mais qui emploient des enfants à la maison ou dans leur atelier. Donc, je pense que nous devons montrer l'exemple, nous devons dénoncer, et c'est en cela que nous pouvons participer effectivement à la lutte contre le travail des enfants. Je vais donc conclure en disant que le travail des enfants est une violation flagrante des droits de l'enfant et un problème mondial complexe et qui nécessite une action concertée à tous les niveaux, comme je l'ai dit, que ce soit nous en tant qu'individus, que ce soit le secteur privé, que ce soit la société civile à travers les ONG et les associations, mais également les pouvoirs publics doivent mener une action concertée pour effectivement lutter contre le travail des enfants et éradiquer ce fléau-là pour construire une société stable et épanouie. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Il faudrait que dans nos marchés, dans les ateliers de couture, de coiffure, de mécanique et autres, qu'on ait plus des enfants de moins de 14 ans en train de travailler, en train de soulever des poids qui les dépassent. Et vous voyez les enfants, à la limite, ils sont déformés. Mais est-ce qu'il a le choix? Les parents sont assis de l'autre côté dans les feux tricolores, les envoient quémander, mendier. Mais qu'est-ce est l'avenir
que nous réservons à notre nation à travers ces différents phénomènes. Si vous avez eu à lutter, à constater de tels actes, vous appelez, il y a un numéro vert qui est destiné à cela. Vous appelez le numéro vert ou vous nous contactez au niveau de NTC, le numéro WhatsApp, c'est le 97 41 42 67, ou vous laissez des mails, vous laissez un message sur Facebook, Twitter et autres, et nous allons vous accompagner. Nous installons notre spécialiste en participation citoyenne. Espérancia, Gbodogli, Wissam Koudous Nfa ont promené leur micro dans la rue de Cotonou pour demander aux citoyens comment est-ce qu'ils parlent pour que leurs enfants les écoutent. Voici leur réponse. J'essaye aussi de ne pas trop oser le ton furieux. J'essaye de parler avec une douce voix pour que ça puisse passer, mais ça passe toujours. J'essaye souvent d'être attentif à leurs propos. Les parents doivent faire asseoir leurs enfants et leur parler très calmement, leur expliquer le pourquoi du comment, leur montrer le lien de cause à effet qui existe entre les actions et les conséquences. Voilà donc l'avis de chacun en fonction de l'expérience vécue par chacun de ses parents interviewés et futurs parents interviewés. Nous avons sur ce plateau Firmi Didagbe, le spécialiste en communication non violente dont je parlais tantôt. Alors, Monsieur Didagbe, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, Madame Heureuse. Et je voudrais d'abord remercier NTC, oui. Remercier ensuite l'ORTB et enfin souhaiter une bonne fête aux enfants africains. Vous avez suivi les citoyens qui ont donné leur avis sur comment est-ce qu'ils parlent à leurs enfants pour que les enfants les écoutent. Mais pour vous, spécialiste de la communication non violente, d'ailleurs, on vous remercie. On remercie l'ONG, cette organisation-là qui a envoyé un homme pour nous parler de la communication non violente. Alors, que pensez-vous de cette question? Votre avis? Merci de me poser cette question. En fait, c'est d'abord une manière d'être. D'accord. Que, voilà, des spécialités qu'on détient. C'est une incarnation, en fait, un ancrage. Pour être parent, il faut retrouver cet ancrage, cet alignement, en fait. Ah, d'accord. Et être disponible pour cultiver cet ancrage, c'est-à-dire la relation à soi, oui. C'est le premier palier. Développer une relation d'écoute à soi-même. À soi-même. À soi-même. Okay. Et ça, c'est essentiel. Alors, pour m'exprimer, je vais avoir besoin constamment de me relier à moi-même avant que de faire une demande à un enfant. Donc, du coup, il me faut émettre des messages clairs, entendables, et que je fasse des demandes concrètes, des demandes, n'est-ce pas, positives, c'est-à-dire concrètes. Pourquoi? Je demande en lien avec les capacités de l'enfant, avec les ressources de l'enfant, les ressources dont il est disponible. Je ne demande pas ce que l'enfant ne peut pas faire. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait que, bon voilà, j'essaye d'être dans cette ouverture et aussi de me préparer à vérifier si nous sommes sur le même degré d'écoute. Ah, et comment faire cette vérification? C'est simplement demander à l'enfant de reformuler. De reprendre les propos pour voir si l'enfant a entendu ou s'il a compris ce que nous avons dit. Quand j'ai déjà fait la reformulation, être dans une proposition de connexion à lui-même pour lui permettre de dépasser ce sentiment d'hostilité, en fait. Ce sentiment comme si qu'il ne me prenne pas comme quelqu'un qui soit en train d'être dans la négation de sa personne. Plus précis, plus concret. Un exemple? Si je m'exprime à partir de mes ressources extérieures, ce qui est clair, je vais aller chercher la colère, la peur, et transférer cette colère et cette peur sur l'enfant. L'enfant va le recevoir, ça va le désarticuler, il va manquer de confiance et l'estime de lui-même va prendre un coup. Donc je dois prendre le temps de m'exprimer à partir de mes ressources intérieures. C'est-à-dire, est-ce que quand je m'exprime, est-ce qu'en retour, ce que l'enfant dit fait naître chez moi des sentiments aussi? Je vérifie au fur et à mesure. Sinon, je peux m'exprimer d'un lieu où je ne vais pas me faire entendre.
Je ne vous arrête pas, nous allons poursuivre. Hein. D'abord, on retourne le micro à Wissam et Espérancia de l'autre côté pour qu'ils demandent aux citoyens comment est-ce qu'ils écoutent les enfants afin que leurs enfants leur parlent. Ils doivent parler comme s'ils étaient des amis avec l'enfant, de façon aimable et amicale. Ils ne doivent pas laisser se faire sentir un soupçon de colère. Ils doivent écouter l'enfant, prendre note, parce que l'enfant aussi aura des choses à dire. Parce que ce qu'on remarque, certains parents sont toujours renfermés sur eux-mêmes et croient que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Or que l'enfant aussi peut les apprendre certaines choses qu'ils ne savent pas. Donc les parents doivent être ouverts. Donc bon, pour écouter un enfant, généralement, il faut que le père ou bien la mère soit très gentil et aimable. Avoir une bonne écoute. Ça veut dire quoi? Bon, lorsque l'enfant propose quelque chose, qu'il ait le temps d'écouter ce que l'enfant dit avant de réagir. Sinon, parfois, l'enfant a des bonnes idées, mais bon, dès qu'on est en colère, on le camoufle, il n'a plus le choix de dire ce qu'il a envie de dire. Alors, Monsieur Didagbe, Firmé Didagbe, comment en réalité devrons-nous écouter les enfants afin qu'ils nous parlent? Les mots peuvent heurter l'enfant. Les mots peuvent mettre à mal l'enfant. Donc, du coup, quelle est la posture que j'adopte pour écouter l'enfant? Ça revient à ce self-control-là et cette capacité d'être dans une écoute silencieuse ou de choisir en même temps que j'écoute l'enfant, c'est d'être dans ce que j'appelle un amour inconditionnel, d'être dans une gratuité. C'est-à-dire, je suis disponible, je n'ai plus rien à faire et je suis là pour lui. Je ne critique pas, je ne juge pas, parce que simplement, et je peux reformuler, j'ai entendu ça, tu as dit ça, et quand tu l'as dit, comment tu te sens avec ça? C'est aller à une connexion de l'enfant et progressivement lui demander ce qu'il compte faire dans la situation. Parce que d'habitude, nous disons, quand nous nous exprimons, nous disons à l'enfant ce qu'il doit faire. Non. L'enfant naît avec son plein potentiel. Nous, parents, nous avons devoir d'accompagner l'enfant. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Ce n'est pas la quantité de paroles que j'émets qui permet à l'enfant de retrouver sa voix. Il suffit d'être là, d'être présent, et d'être présent gratuitement. Je dis bien gratuitement, ça permet à l'enfant quand je suis dans la phase de « bon, et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Amener l'enfant à faire des déductions lui-même. Des déductions lui-même. Okay. Et ça va l'amener à réfléchir. Ça l'amène à réfléchir. Nous attendons l'université pour demander à nos enfants d'être autonomes. Non, c'est dès le bas âge. Mais en réalité, tout ce que vous expliquez là, ceux qui nous suivent vont se dire, une seule question que je vais poser à l'enfant, je vais parcourir tout cela? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une culture d'écoute. Ok. Et devenir parent, c'est un métier. Ça s'apprend. Ça ne s'invente pas. Et vous constatez avec moi que la plupart des personnes qui deviennent parents reproduisent en fait les choses par hérédité. Et appeler des êtres innocents à la vie, ça demande une culture d'écoute. Parce que toute la vie de parent, je vais devoir m'exprimer, je vais devoir parler pour que les enfants écoutent. Mais ça me demande de m'écouter aussi. C'est ça. Ça fait, disons, un double palier sur lequel je dois surfer pour finalement permettre à l'enfant de retrouver sa voix, pour permettre à l'enfant de développer, n'est-ce pas, des habiletés. Et ce sera tout. Firmé Didagbe, spécialiste en communication non violente, merci d'être resté avec nous. C'est moi qui vous remercie et encore une fois, bonne fête aux enfants africains. Vraiment, bonne fête aux enfants africains. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission spéciale consacrée à l'enfant africain dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Voilà, et ce sera la dernière rubrique consacrée encore à l'éducation des enfants. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons, comme je le disais tantôt, notre émission spéciale consacrée à l'enfant, précisément l'enfant africain. Et à présent, nous recevons une dame, Perpétue Mouftaou, spécialiste experte en changement de mentalité, pour parler des 3 secrets pour réussir l'éducation de son enfant. Madame Mouftaou, bonsoir, merci d'être là.
Bonsoir heureuse et merci aussi. Toujours rayonnante. Merci. Alors, quels sont les 3 secrets pour réussir l'éducation de son enfant? Très bien, nous allons aborder les 3 secrets pour réussir, comme vous l'avez dit, l'éducation des enfants. Bien éduquer un enfant, c'est une grande vision, parce que cela permet un développement durable. Et un enfant bien éduqué peut impacter, peut transformer toute une nation. Effectivement. Et je saisis l'occasion pour féliciter les parents qui font de leur mieux pour éduquer, instruire leurs enfants. Ce n'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'investissements. Mais je vous encourage vivement à continuer parce que vous ne serez pas déçus. Vos efforts ne seront pas vains. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des secrets importants qui compléteront certainement ce qui se fait déjà quotidiennement au sein des familles pour pouvoir parfaire l'éducation des enfants. Nous constatons de nos jours que la jeunesse veut obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, le plus facilement possible, le plus rapidement possible, peu importe le chemin par lequel cela arrive. Mais les valeurs telles que la maîtrise de soi, la réflexion profonde, ces valeurs sont en train de disparaître. Alors que ce sont sur ces valeurs que leur éducation devrait se reposer. L'écrivain auteur Oxo Park, il a écrit plusieurs livres. Et parmi ces livres, il y a un particulièrement qui a impacté des millions de jeunes à travers le monde. Et ça fait partie de l'un de ses best-sellers. C'est intitulé « Qui es-tu, toi qui m'entraînes » Qui es-tu, toi qui m'entraînes? Qui es-tu, toi qui m'entraînes? Et là, il a développé une théorie qui consiste, il a appelé ça le principe de 7 sur 10. C'est-à-dire, quand les enfants vous demandent des choses, ils peuvent vous demander 10 choses. Donnez-les seulement 7. Et dites non 3 fois. Pas la totalité. Pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que vous voulez éduquer leur cœur. Parce que vous voulez leur apprendre à prendre conscience dès le bas âge que ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on a et à tout moment. Ensuite, nous allons apprendre le second secret qui est capital pour faire de nos enfants de vrais leaders. Il s'agit du dressage du cœur. Vous savez, généralement, oui, le dressage du cœur. Généralement, quand on achète un cheval, on ne commence pas par l'utiliser tout de suite. Il peut vous projeter dans l'air, mais vous avez le devoir et la nécessité de prendre le temps de dresser ce cheval-là. C'est un peu comme ça que le cœur des enfants doit être traité. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pour pouvoir les amener à devenir de meilleurs citoyens demain dans la société. Parce que quand on parle de dressage du cœur, il s'agit principalement de les discipliner à pouvoir se respecter et respecter les autres. À pouvoir, par exemple, à la maison, éteindre la lampe en sortant d'une pièce. Ça ne se fait pas toujours. C'est une manière de dresser leur cœur, à respecter la parole donnée, à fermer le robinet. Vous voyez, plusieurs personnes brossent les dents, mais ils laissent le robinet ouvert. Nous devons dresser le cœur de nos enfants dès maintenant, avec ces petites choses, et ils pourront l'utiliser dans des situations plus grandes. Et je vais finir avec le dernier point qui va permettre aux parents d'apprendre ou d'améliorer le langage qu'ils ont l'habitude d'utiliser avec leurs enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que la parole est une puissance créatrice. Et tout ce que nous prononçons sur nos enfants a un impact direct sur leur vie. Les paroles blessantes, humiliantes ou dévalorisantes vont faire d'un enfant un enfant incapable de réussir dans la société parce qu'il a été rabaissé. Il sera incapable de laisser ce qui est en lui éclore parce qu'on lui a toujours prononcé des paroles négatives, des paroles qui ne lui permettent pas de s'exprimer et d'être épanoui. Un mot, un seul mot, peut entièrement construire une personne ou détruire cette personne-là. Donc, quand il s'agit de parler à nos enfants ou de parler de nos enfants, nous devons savoir choisir les mots.
Nous, je ne sais pas si vous la connaissez, Nancy Elliott, la mère de Thomas Edison. Oui. Thomas Edison a été renvoyé de l'école avec une lettre en main, la lettre lui disant qu'il est incapable, un élève nul, avec une mentalité arriérée, qui ne peut pas rester dans leur école. Bien fort. Mais la maman a pris la lettre parce que l'instruction a dit remets ça à ta maman seule. Donc la maman a lu la lettre en pleurs. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à son enfant? Elle dit à Thomas Edison, l'école est en train de dire que tu es un génie et qu'ils sont incapables de trouver des professeurs qui pourront prendre soin de toi. Alors, j'ai la chair de poule. Reste à la maison et tu pourras continuer. Et c'est après des années, après la mort de sa mère, qu'il a découvert la lettre. Voilà les paroles. Et effectivement, ça fait de lui un génie. Ça a fait de lui un génie. Oui. Plus de 1000 brevets déposés, parmi lesquels la lampe. C'est ça. L'ampoule électrique, ce qui nous permet de voir aujourd'hui. Alors, chers nouveaux types de citoyens, quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants? Est-ce que vous leur donnez tout ce qu'ils demandent? Je vous propose de pratiquer le principe des 7 sur 10. Est-ce que vous dressez leur cœur ou vous leur permettez de vivre comme ils veulent? Non. À partir d'aujourd'hui, donnez-leur la chance, donnez-leur l'éducation de pouvoir se discipliner afin de pouvoir se faire respecter et respecter les autres dans la société, respecter les règles, que ce soit dans les institutions, sur les lieux de travail, que ce soit à l'école, que ce soit même sur les aires de jeu. Et enfin, chers parents, prononçons des paroles positives sur nos enfants. Disons des choses qui vont les construire et non les détruire. Et ensemble, nous verrons que nous allons bâtir une relève plus puissante, une relève plus épanouie et meilleure que nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Perpétue Dazogo Mouftaou. Effectivement, ceux dont on parle, ceux que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Ce sont eux qui vont véritablement construire notre nation. Ce sont eux qui vont véritablement développer la nation. Et il faut déjà, comme l'a dit M. Idagbe, la base. Effectivement, ne pas attendre l'université avant de les autonomiser dans tout ce que vous venez de dire là. Ça fait un peu compliqué, parfois difficile, à certains parents de pouvoir dire non à leurs enfants parce qu'ils se disent « je me suis battu, j'ai tout fait, j'ai souffert pour que mon enfant ne souffre pas ». Mais quand on vous écoute, c'est qu'il faut parfois laisser l'enfant souffrir un peu. Les mères poules, vous avez entendu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour votre émission consacrée entièrement à l'enfant, précisément à l'enfant africain. Et sur ce plateau, nous avons parlé, entre autres, des lois et politiques sur la protection de l'enfance. Nous avons parlé du travail des enfants, de comment parler pour que les enfants écoutent et comment écouter pour que nos enfants parlent. Et enfin, nous avons parlé des 3 secrets pour réussir l'éducation de son enfant avec l'experte en changement de mentalité, Perpétue Dazogo Mouftaou. Et ce sera tout. Merci. Restez avec nous. À très bientôt.